débuter cette séance du conseil. Je vous propose, si vous le voulez bien, que l'on ouvre notre séance avec tout d'abord la nomination d'un secrétaire pour la séance. Et je vous propose, s'il vous plaît, et je vous propose la désignation de monsieur Nicolas Stéphan. Est-ce qu'il y a des désaccords? Il n'y en a pas, et donc monsieur Stéphan sera notre secrétaire pour la séance. Je vous donne lecture des procurations reçues. Madame Audan à Madame Benamara, Monsieur Dubanché à Monsieur Matt, Madame Carillo à Madame Guillaume, Madame Lisola, Madame Bourbroc, Monsieur Castillo à Madame Serret, Monsieur Calugec à Monsieur Quimper, Monsieur Chantriot-Clément à Élodie Ferreira-Faria, Madame Inès Corbon à Monsieur Achille Bizio. Enfin, Madame Sophia Amodi qui donne pouvoir à Monsieur Gérardin. Pas d'autres pouvoirs reçus? Je vous propose maintenant, si vous le voulez bien, qu'on approuve le procès-verbal du conseil municipal du 18 juin 26. Est-ce que vous avez des remarques sur ce conseil? Pas de remarques? Pas d'opposition, pas d'abstention? Le procès-verbal est donc approuvé. Vous avez dans les informations qui vous ont été transmises en pièce jointe dans la Cabox des informations concernant les délégations du maire, la direction de la commande publique, vie civile et affaires citoyennes. Pas d'autres éléments là-dessus? Pas d'autres informations? Et puis, vous informez que suite au dernier conseil d'administration du CCAS, Madame Constance Regnault a été élue vice-présidente du CCAS le 3 juillet dernier. Elle va donc basculer en conseil municipal délégué en lieu et place de Madame Pascale Michel, qui avait été à l'origine fléchée pour être la vice-présidente du CCAS, et donc elle avait été désignée en tant que telle comme conseillère municipale déléguée. On va donc évidemment procéder au switch entre les deux. Y a-t-il... non, pas de remarques là-dessus. Je vous propose de passer aux délibérations. Et nous allons commencer par la création de la commission du contrôle financier, pardon. Et pour cette commission qui donc va contrôler non pas l'activité des DSP, mais bien la partie financière des DSP, je vous propose les candidatures de Madame Lisola, de Monsieur Lebas, de Monsieur Guillemot, de Monsieur Namur et de Monsieur Bizio, qui sont les mêmes que ceux qui sont membres de la CCSPL, qui elle contrôle l'activité des DSP en question. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des questions, pardon d'abord? Pas de questions. Des oppositions, des abstentions sur ces désignations? Il n'y en a pas. Et donc, Madame Lisola, Monsieur Lebas, Monsieur Guillemot, Monsieur Namur et Monsieur Bizio sont donc désignés sur cette commission de contrôle financier. Je vous propose de passer à la délibération numéro 2, Monsieur Sauvage. Oui, alors la délibération numéro 2 concerne l'affectation des résultats. Alors l'affectation des résultats sur le budget principal, est-ce qu'il y a des questions? Non. Après, ça sera l'affectation des résultats sur le centre funéraire et le stationnement en enclos. Merci. Y a-t-il des questions sur l'affectation des résultats? Pas de questions sur la 2, sur le budget principal. Y a-t-il abstention? Donc vous êtes 1, 2, 3, 4. Plus 6 abstentions. Et de votre côté? Comment? Contre, pardon. Donc 6 abstentions et 7 contre, c'est ça? Ok. Affectation des résultats pour les budgets annexes, ça vient d'être fait également puisque les deux délibérations ont été présentées en même temps. Même vote sur les budgets annexes. Donc 6 abstentions, budget annexe.
7 contre sur les budgets annexes. Nous passons à la délibération numéro 4, qui doit être la DM1, Monsieur Sauvage. Alors, on va parler de budget supplémentaire. Qu'est-ce que c'est? C'est un budget d'ajustement avec pour objectif de corriger en cours d'année les prévisions du budget prévitif. Vous savez que le budget prévitif a été voté en décembre 2025 et là, c'est pour apporter les corrections. Alors, il faut savoir que en fonctionnement, nous avons 2 569 646 € en dépenses et en recettes, soit une évolution de 3,6 du budget prévisionnel du BP. Et en investissement, avec le jeu de report, les dépenses ont une évolution de 42,5 du BP et les recettes ont une évolution de 39,7 du BP. Le budget principal de la vue d'ensemble. Ce tableau de vue d'ensemble nous permet de faire ressortir les dépenses et les recettes nouvelles, en retirant les opérations d'ordre. En fonctionnement, nous avons 1 640 130 € de dépenses et en recettes, nous avons 854 724. En investissement, nous avons 1 720 688 € de dépenses et 1 113 472 de recettes. Maintenant, nous allons passer sur le fonctionnement. Alors, vous trouvez ici la ventilation des dépenses réelles par chapitre et un total de 1 640 130 €. Les charges à caractère général sont de 830 000 en augmentation, où à l'intérieur, vous avez vu que pour la vie sportive, il y a quand même 100 000 €. C'est la location de la vague pour la surf Chalon-Plage. L'informatique aussi, où notamment nous avons 26 000 € pour la vidéoprotection. Et l'éducation pour des transports supplémentaires et différentes actions pédagogiques. Toujours dans le même chapitre, bon, vous avez les fonciers, mais ce qu'il faut aussi regarder, c'est les 26 000 € de communication pour les 40 ans du CNACT, un spectacle d'inauguration de Chalon-Plage et bien encore complément pour les concerts de la foire. Pour les charges de personnel, maintenant un complément de 620 000 €, dont 75 000 € pour le renfort des équipes de police municipale annoncé lors du dernier conseil municipal et dans la campagne que nous avons faite. Maintenant, nous passons aux recettes réelles de fonctionnement avec un total de 854 724 €. Pour les produits et services, 206 000 €. Mais ce qui est important aussi, c'est les dotations et subventions. Vous savez qu'il y a 467 000 € principalement liés à des ajustements de dotation suite à la réception des notifications. Et exemple, pour le DSU, pour 156 000 €. Et vous voyez une opération importante d'environ 1 million d'euros, c'est simplement un changement de chapitre au niveau de la fiscalité. Dans la section fonctionnement aussi, on a encore le Fonds national de prévention lié à un appel à projet pour la police municipale pour 150 000 € et des autres produits de gestion courante pour 124 000 €. Là, vous allez remarquer que l'épargne brute est en diminution. Elle est en diminution de 785 000 et on pourrait dire même 885 000 puisqu'il y a 100 000 € supplémentaires de remboursement de capital par rapport au BP. Pour la section d'investissement, les montants globaux des AP sont maintenus, principalement des modifications de crédit de paiement et de la création d'une nouvelle AP Santé Solidarité Senior. Alors, dans ces deux AP, qui font au total 650 000, qui concernent la santé, dont 350 000 inscrits cette année au BS. Vous avez aussi, elle regroupe 3 projets. Deux projets portés par le CCAS, le projet Coton, création d'un guichet unique pour les seniors, regroupant ensemble des services dédiés comme le CLIC, le pôle social senior et le conseil numérique. Et bien sûr, le cabinet Alliés Plaisance, création d'un cabinet médical pour reloger les médecins de l'avenue des Alliés, ainsi que des cabinets supplémentaires pour attirer de nouveaux praticiens et accueillir des internes. Et pour la partie de 350 000, c'est un projet d'acquisition d'un robot pour l'hôpital. C'est une participation.
On va passer au budget annexe. Alors, tout d'abord, pour le centre funéraire, un certain nombre d'ajustements de gestion, principalement en fonction, par exemple, l'ajustement de la hausse de la masse salariale pour 83 000 €. Pour terminer le budget annexe de stationnement paiement en enclos, là également des réajustements de gestion principalement en fonctionnement. Par exemple, 20 000 € de dépenses liées à l'ajustement du coût des marchés des viviers et 24 300 € en recettes liées à des recettes de stationnement du GHV non titrées. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ou des remarques? Monsieur Namur. Monsieur le maire, mes chers collègues, une décision modificative est par nature un exercice d'ajustement budgétaire. Il permet d'intégrer les résultats de l'exercice précédent et d'adapter les crédits aux besoins constatés. Nous ne contestons pas ni la sincérité des écritures ni le travail des services. Mais ce budget supplémentaire n'est jamais seulement technique. Il traduit une autre vision politique et des choix de priorité. À cet égard, la comparaison entre le BS de cette année et celui de l'année dernière est éclairant. En 2025, le BS représentait plus de 20,5 millions d'euros. Cette année, il est ramené à un peu plus de 13 millions d'euros. Les crédits d'investissement passant de 14 à 10. Cette baisse traduit un constat, les marges de manœuvre financières de la ville se réduisent. Dès lors, chaque euro devrait être consacré aux priorités essentielles des Chalonnaises et des Chalonnais. Nous prenons acte de la création de l'autorisation de programme Santé, Solidarité, Senior. Pour autant, qu'en est-il de la participation de l'État pour le robot évoqué? Est-elle certaine? C'est une orientation utile, mais elle ne suffit pas à masquer l'absence d'une véritable réorientation de certaines politiques publiques. Nous ne retrouvons toujours pas les investissements que nous jugeons prioritaires, l'adaptation de nos écoles aux fortes chaleurs, la rénovation thermique des bâtiments publics, la création d'îlots de fraîcheur, l'accélération de la transition écologique ou encore des mesures fortes en faveur du pouvoir d'achat. Dans un contexte budgétaire plus contraint que jamais, nous pensons au contraire qu'il faudrait renoncer à certains projets dits de prestige pour concentrer les moyens sur les services publics du quotidien et les besoins les plus urgents des habitants. À noter également notre surprise au regard du montant dédié à la prestation vague de surf. Avons-nous une idée des recettes liées aux 10 € par demi-heure? Au fond, ce budget supplémentaire est à l'image du budget primitif que nous avions déjà combattu. Il traduit les mêmes priorités, les mêmes arbitrages et les mêmes renoncements. On ne peut pas vous reprocher votre cohérence de ce côté-là. Parce que nous ne partageons donc pas ces choix, ni cette vision des priorités, nous voterons contre cette décision, ce budget supplémentaire. Merci. Monsieur Michel. Je vous remercie, monsieur le maire, chers collègues. Alors, deux questions qui portent sur la nouvelle autorisation de programme, au sujet de laquelle, bien sûr, je souscris aux objectifs, mais ça appelle deux questions de ma part. La première au sujet des seniors, puisque j'ai été interpellé sur la situation des résidents de l'EHPAD Sarail qui est géré par le CCAS. Dernièrement, la température de certaines chambres frôlait vraisemblablement les 28 degrés et les agents ont paré à l'urgence avec des moyens qu'on pourrait qualifier de fortune, tels que des couvertures de survie pour occulter notamment certaines fenêtres. Alors, quelles sont les perspectives d'investissement matériel dans cet établissement, notamment en matière de rénovation thermique? Et d'autre part, sur l'affectation d'une subvention au centre hospitalier, la loi 3DS a modifié le code de la santé publique pour permettre aux communes de concourir au financement de l'investissement des établissements de santé. Donc cette demande de contribution au financement de l'investissement du centre hospitalier est-elle la seule et la première que la ville ait reçue depuis que la loi a étendu notre compétence en la matière? Et voilà, plus généralement, puisque cette décision modificative traduit des orientations budgétaires auxquelles je m'étais opposé lors du vote du budget primitif, je voterai également contre ce budget supplémentaire. Merci, monsieur Bizio.
Merci, monsieur le maire, je vous remercie. De la même façon que nous avions voté contre dans le cadre du budget précédemment, nous garderons la même position. Néanmoins, nous nous satisfaisons des évolutions positives à la fois en matière d'amélioration de la sécurité pour les Chalonnaises, pour les Chalonnais. Également, l'investissement pour le robot est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, dans le cadre de la campagne municipale, il m'avait été indiqué que l'aide que nous souhaitions formuler au centre hospitalier afin qu'il y ait une salle nature était tout à fait impossible. On constate aujourd'hui qu'il est tout à fait possible à la fois d'envisager effectivement un soutien pour un robot dans le cadre de notre centre hospitalier, mais également pour cette salle nature que nous appelons de nos voeux. Mais je le crois, le fait que nous avons poussé ce sujet a permis le fait qu'il soit envisagé dans le cadre de la restructuration et la rénovation de l'hôpital. Toujours est-il que je souhaite aussi par cette occasion ne pas me répéter par rapport à l'intervention que nous avons eu l'occasion d'échanger la dernière fois lors de ce conseil municipal, mais précisément pour vous interpeller sur un sujet qui intéresse un certain nombre de personnels soignants de notre centre hospitalier qui s'interrogent sur eh bien, la suppression d'un certain nombre de postes au centre hospitalier. Est-ce que vous consentez à cette information qui est indiquée ici ou là, ou est-ce qu'au contraire, vous nous affirmez ce soir qu'il n'y aura pas de suppression de postes au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et s'il vous plaît, évitez les réponses toutes faites indiquant que c'est l'agence régionale de santé qui s'en occupe ou le ministère de la Santé, puisque vous êtes maire de notre commune. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Il n'y en a pas. Peut-être quelques éléments de réponse, si vous le voulez bien, sur les différents points qui ont été évoqués. Je commencerai par le dernier, concernant les suppressions de postes. C'est effectivement une réalité. Il est bien prévu des suppressions de postes au centre hospitalier, notamment au regard du budget qui a été présenté par le centre hospitalier et qui avait été refusé par l'ARS au regard du déficit qui était celui de notre hôpital, qui était, je crois, de 12 millions. Et donc, il y a eu une discussion entre le centre hospitalier et l'ARS pour effectivement parvenir à un déficit qui soit acceptable pour l'ARS. Un certain nombre de réformes sont préconisées dans le cadre de ce moindre déficit qui prévoit effectivement un certain nombre de suppressions de postes à l'hôpital, ou plus précisément, si on veut rentrer dans le détail, lié notamment à un certain nombre de réformes préconisées par le directeur de l'établissement commun, puisque vous avez probablement en tête que Monsieur Cazorla est le directeur général du centre hospitalier, mais également le directeur général de l'EPSMM, et que par exemple, il est prévu, et je crois que ça doit représenter, j'ai plus les chiffres en tête, mais au moins la moitié des économies de postes, de par exemple créer un standard téléphonique unique aux deux établissements qui va permettre de générer des économies de postes. Autrement dit, toutes les recherches d'économies de postes qui ont été faites et proposées par le directeur général au conseil d'administration du CH du centre hospitalier de Châlons sont sur ce type d'activités et non pas sur des activités médicales. Il n'y a donc pas de réduction d'emplois médicaux au CH, mais des économies de postes principalement liées à la mutualisation des différentes fonctions entre le PSMM, et le CH. Premier élément de réponse, si vous le voulez bien. Deuxième élément, peut-être sur l'EHPAD Sarail notamment. Il y a effectivement une attention très particulière sur l'EHPAD Sarail. On a bien vu ces dernières semaines que l'augmentation des mortalités était principalement des augmentations de mortalité sur les personnes âgées. Là où il y a une énorme différence et un progrès considérable qui a été porté entre la canicule Vierson il y a une vingtaine d'années et celle d'aujourd'hui, c'est que la canicule de 2003 est une canicule qui a concentré les décès principalement dans les établissements.
Or là, nous avons une concentration des décès principalement à domicile. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ensemble des établissements, ici comme ailleurs, ont su tirer les leçons de la canicule de 2003 pour s'adapter et accompagner les personnes en établissement. Il n'y a donc pas eu, et c'est une bonne chose, il faut attendre les statistiques définitives bien sûr, mais de surmortalité dans les établissements à Châlons comme ailleurs, et c'est évidemment une bonne chose. Alors ça ne signifie pas que la vie dans les établissements en question soit en ce moment un bonheur absolu. On sera tous d'accord sur le fait que c'est évidemment toujours plus complexe. Nous avons dans chacun de nos établissements des lieux sur lesquels sont concentrées les personnes âgées dans la journée pour leur permettre effectivement d'être dans des espaces climatisés. C'est le cas sur l'ensemble de nos établissements. Et donc, il y a évidemment des efforts qui ont été faits en ce sens. Est-ce qu'il faut une réflexion plus globale sur l'adaptation de ces établissements-là de façon beaucoup plus durable, de façon beaucoup plus structurelle, de façon beaucoup plus pérenne? Probablement. Il faudra évidemment qu'on en discute avec le département, puisque je rappelle que les établissements type EHPAD ne sont pas une politique municipale, mais c'est une politique départementale. Donc, il faudra probablement l'évoquer avec le département pour effectivement regarder quel type d'adaptation est nécessaire pour qu'effectivement la vie dans nos établissements soit plus agréable qu'elle ne l'est par ces temps de canicule. Enfin, sur les questions évoquées par Monsieur Namur, peut-être 2-3 points au regard des questions qui ont été posées. Je pense au robot, mais qui est également évoqué par Monsieur Michel, ou la vague surf. La vague surf, notre idée, c'est de tester le produit. Et c'est bien la raison pour laquelle on est parti sur une location et pas sur un achat, alors que quand on regarde la différence entre le coût de loc et le coût d'achat, la rentabilité à l'achat est une évidence au regard du différentiel de coût qui est absolument pharaonique entre la location et l'achat. Mais encore faut-il, avant éventuellement de procéder à ce type d'achat, de voir s'il y a un appétit sur le territoire, la raison pour laquelle nous avons souhaité tester via une location, qui est effectivement un coût non négligeable, et se poser la question de savoir si demain il faudra basculer évidemment sur un outil plus pérenne, permettant d'offrir, dans le cadre de Châlons Plage, d'offrir ce type d'équipement-là. Pour nous, l'idée de l'équipement surf, c'est que ça correspond à un début de filière, à un début de cohérence. Vous avez les uns et les autres en tête que nous avons fait il y a quelques années le skatepark, qui est évidemment un produit sportif autour de la glisse, que nous avons fait l'année dernière le bike park, qui est dans un univers un peu ou pro identique, et donc une vague de surf nous permet peut-être d'avoir des débuts de cohérence sur ce type d'activité qui rencontre de plus en plus de pratiquants. Concernant le robot, je crois que ça a été évoqué dans le journal aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, mais le schéma que nous avons envisagé est le suivant. Nous considérons que la ville n'a pas à investir sur les investissements immobiliers de notre centre hospitalier. C'est une compétence de l'État qui est exercée via l'ARS. De la même façon que nous n'avons pas vocation, et ça ne nous est pas demandé d'ailleurs, d'intervenir sur l'immobilier des collèges, parce que c'est le boulot du département, ou l'immobilier des lycées, parce que c'est le boulot de la région. Et donc, chacun de ce point de vue-là, sur la partie immobilière, assume ses compétences, et nous n'avons pas financé un immobilier sur lequel nous ne sommes pas compétents. De la même façon, nous n'avons pas à financer les dépenses de fonctionnement de l'hôpital. Certains pourraient se dire, tiens, pour éviter de supprimer X postes, la ville pourrait faire une subvention pour payer le personnel de l'hôpital en question. Là encore, de la même façon, nous n'avons pas vocation à financer
les personnels des établissements de santé, là encore compétence État, ou de tout autre établissement, que ce soit là encore les collèges ou les lycées, à chacun ses compétences. Il en est de même pour les investissements du quotidien. Si demain il y a telle machine qui doit être remplacée à l'hôpital, nous n'avons pas vocation à les financer. Là, on a une proposition sur un robot chirurgical qui vient soulager les praticiens dans leur pratique et qui leur permet d'avoir des gestes beaucoup plus précis que ceux qu'ils pratiquent aujourd'hui, donc une sécurité évidemment beaucoup plus forte au bénéfice du patient, mais ça reste une innovation. Et il nous a semblé intéressant de répondre à la demande du centre hospitalier de participer au financement de cet investissement. L'idée est d'avoir un financement à 3 tiers, un tiers qui soit porté par l'établissement, un tiers qui soit porté par l'ARS, un tiers qui soit porté par la ville. Il est évident que le robot ne sera acheté que si les 3 tiers sont réunis, et donc nous attendrons la réponse notamment de l'État en la matière. Pas impossible que j'ai un rendez-vous téléphonique dans les jours qui viennent avec l'ARS pour attirer son attention sur ce point-là. Je crois avoir à peu près répondu à l'ensemble des questions qui étaient évoquées. Je vais vous redonner la parole en insistant évidemment de façon peut-être plus générale sur le fait que vous avez les uns et les autres évoqué le fait que ce BS était la continuité du budget primitif. C'est normal, c'est sa définition même. Il n'en demeure pas moins qu'il permet aussi de réorienter un certain nombre de priorités telles qu'elles ont pu s'exprimer pendant la campagne municipale et surtout qu'elle nous permet, certes de façon modeste, mais elle nous permet de marquer aussi un certain nombre d'orientations au regard des engagements que nous avons pu prendre pendant la campagne électorale. Je pense notamment à 2 points en matière de subvention d'investissement, les 650 000 € qui sont mis sur la santé pour 3 objets différents. Le robot, on vient de l'évoquer, le cabinet médical qui va nous permettre dans le secteur sud de Châlons d'avoir un équipement bien mieux dimensionné qu'il ne l'est aujourd'hui pour permettre d'accueillir notamment des médecins stagiaires auprès des 3 médecins qui sont regroupés dans le cadre du nouvel établissement et donc de nous permettre demain d'essayer de générer de nouvelles installations sur Châlons Sud, ce qui évidemment serait une chose très importante et très bénéfique. Et puis le 3e élément qui est le guichet unique senior au centre Eugénie Cotton. Donc on a là des investissements importants au bénéfice de la santé, tout comme nous avons cette fois-ci sur le fonctionnement des dépenses de fonctionnement nous permettant de créer des postes de police municipale. Et donc ça nous permet là encore d'afficher des choses très concrètes, très opérationnelles, qui correspondent aux engagements que nous avons pris pendant la campagne électorale. Je crois que Monsieur Namur a relevé la main. Oui, merci Monsieur le maire. J'en profite pour évoquer un sujet qui nous tient, j'en suis persuadé, tous à cœur, c'est l'adaptation notamment des écoles au réchauffement climatique. Les uns et les autres, nous avons participé à des conseils d'école durant le mois de juin. Les uns et les autres, nous avons été face à des enseignants excédés à juste titre, à des parents d'élèves énervés également à juste titre au regard de leur ressenti, de leur souffrance sur leur lieu de travail. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'il y a une canicule. L'année dernière, on avait déjà évoqué le sujet. Et en fait, j'ai envie de vous demander comment la collectivité intervient, agit vis-à-vis qu'il s'agisse de la pétition des parents du Mont-Saint-Michel, qu'il s'agisse d'un courrier lié à des propos d'un élu à Ferdinand Buisson. Alors j'entends que c'est toujours en lien avec cette chaleur qui peut créer aussi des tensions, disons-le, dans certains espaces, mais il faut qu'on puisse avoir des solutions à apporter et nous sommes bien conscients également que c'est pas d'un claquement de doigts
que les solutions interviendront. Je m'attendais peut-être à voir dans ce budget supplémentaire des éléments supplémentaires du budget dédié justement à une certaine forme de rénovation de ces écoles, de modification dans les équipements qui leur sont apportés. Vous allez me dire, c'est partout la même chose sur tout le territoire national. Oui et non, parce que certaines collectivités ont anticipé ou ont fait les investissements nécessaires dans certaines écoles et on voit que ça produit ses effets. On voit que la température diminue dans certaines classes et que du coup, leurs enfants sont dans de meilleures situations, en tout cas vis-à-vis de la température de classe. Donc comment nous, notre collectivité, intervient aujourd'hui et va intervenir demain encore plus pour répondre à ces problématiques-là. Monsieur Bizio. Oui, assez rapidement, 2 questions très concrètes pour des réponses précises. Monsieur le maire, vous êtes président du conseil de surveillance du centre hospitalier. À ce titre, pourriez-vous nous indiquer, s'il vous plaît, quel est le nombre de postes dont il est prévu la suppression, s'il vous plaît, ou si cela n'est pas possible à titre immédiat, serait-il possible d'avoir communication d'ici 10-15 jours d'un mail recensant précisément les effectifs dont il est prévu la suppression? Je pense que ce serait judicieux pour la transparence du débat public qui est le nôtre ce soir. Et par ailleurs, il y a une autre question dans le prolongement de l'interpellation de Monsieur Michel qui était tout à fait à propos au sujet de l'EHPAD Sarail. Vous disiez qu'il y avait en réalité des décès liés à la canicule, mais au domicile des uns et des autres. Pourriez-vous nous indiquer combien de décès ont été occasionnés en raison de la canicule au domicile des Chalonnaises et des Chalonnais? Je vous remercie, monsieur le maire. Merci. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Il n'y en a pas. Alors, on reviendra, monsieur Namur, tout à l'heure, puisqu'il y a un vœu sur la question de la préconisation d'un membre de ce conseil municipal à la fin de la séance sur la question que vous évoquez. Donc, je vous propose que l'on ait un débat global et non pas un débat en 2 fois sur ce point-là. Je me permettrai juste, même si on vous donnera des éléments quantifiés et chiffrés tout à l'heure sur ce qui a été fait, là encore, l'EBS que l'on est en train de regarder, c'est pas tout le budget de la ville. Et on a évidemment des dépenses de charges courantes qui nous permettent d'acheter un certain nombre d'équipements au bénéfice de nos écoles. Tout ne passe pas nécessairement dans le BS. Il y a d'autres lignes budgétaires qui sont ouvertes et qui existent, nous permettant de porter évidemment ces dépenses de petits investissements au quotidien. Et c'est évidemment ce que nous avons fait et utilisé dans ce cadre-là. Puis deuxième élément, vous avez raison, un certain nombre d'établissements scolaires en France ont su s'adapter ces dernières années pour évoluer. C'est le cas évidemment à Châlons. Des investissements réguliers sont portés dans nos établissements scolaires en termes d'adaptation comme en termes de lutte contre le changement climatique, les 2 volets, mais on y reviendra évidemment tout à l'heure. La question de Monsieur Bissiot, j'ai pas les chiffres en tête. Donc on vous les ressortira. Il serait peut-être d'ailleurs judicieux que de façon un peu régulière, notre conseil municipal puisse accueillir via interruption de séance le directeur général du centre hospitalier. C'est effectivement un outil très important sur notre territoire. Il serait judicieux qu'une fois par an, par exemple, il puisse venir et qu'on puisse avoir un débat au sein de ce conseil municipal, de la même façon que nous avons imaginé proposer au préfet de venir aussi une fois par an. Peut-être qu'il serait utile que quelques personnalités, évidemment, qui nous impactent directement au regard de leurs fonctions, puissent venir débattre avec nous sur les sujets qui les concernent assez régulièrement. Et nous leur proposons évidemment la chose. Je vous passerai par ailleurs les chiffres que vous avez demandés, que je n'ai plus en tête. On vous passera ces éléments-là dans les jours qui viennent, même si, je précise bien, parce qu'il ne faut pas qu'on confonde les choses, le conseil municipal de Châlons n'a pas vocation à devenir le réceptacle de l'ensemble des politiques publiques de la terre entière concentrées ici. Je vois un début de dérive sur les vœux de certains.
Nous y reviendrons au moment des vœux. Enfin, c'est pas ici que se règlent des questions qui appartiennent à l'État. C'est pas ici que se règlent les questions qui appartiennent au département, à la région ou à l'hôpital. Ici, on traite des compétences du conseil municipal, des compétences de la ville de Châlons, pas des autres collectivités locales, pas des autres structures de l'État. Et donc, voilà, il est normal qu'on ait des informations, mais on va pas passer chacun de nos vœux divers et variés. Je regarde quelqu'un de façon sans lien quelconque avec un certain de nos vœux qui ont été déposés ces dernières semaines. Mais voilà, les vœux concernent l'activité municipale. On leur précisera tout à l'heure lorsqu'on aura ce débat-là. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose que nous délibérions. Nous avons eu des explications de vote. Et donc, il y a, si je ne dis pas de bêtises, 14 voix contre, 6, 1, 7. On est bien d'accord? Donc, 14 voix contre. Pas d'abstention. Cette décision, cette DM1, pardon, est adoptée. La DM1 concernant les budgets annexes, Monsieur Sauvage. C'est quoi? Ils ont été présentés. Ça a été présenté. J'ai pas évoqué, pardon, la question sur les décès à domicile. Désolé, j'ai pas les chiffres à ce stade. Ce que je peux simplement évoquer, c'est que nous avons une organisation à Châlons. Je sais pas si elle est atypique d'ailleurs, puis peu importe, hein, mais nous avons une organisation très puissante en la matière. Vous savez que nous avons un fichier des personnes âgées seules à domicile. Ce fichier comprend, je crois, 500 personnes, enfin autour de 500 personnes. Et dès qu'on a le déclenchement du plan canicule, ces personnes sont appelées tout le temps pour regarder si ça va pas. Et donc, pour avoir le chiffre en tête, sur la première version, enfin la première phase caniculaire, celle d'il y a une dizaine de jours maintenant, c'est 7000 appels téléphoniques que nous avons passés, parce qu'on appelle les gens plusieurs fois pour effectivement être certain que tout va bien. Certains nous demandent à ne plus être appelés. On a objectivement une petite difficulté de démarrage de cette activité, puisque vu le taux d'appels de démarcheurs que nous recevons les uns et les autres, beaucoup de personnes ne répondent plus au téléphone. Donc il a fallu qu'on re-enclenche ça. Une fois que les gens ont compris notre démarche, ça se passe très bien sur le deuxième appel, le troisième appel, le quatrième appel. Mais effectivement, le premier appel a été un peu plus compliqué au démarrage que ce que nous faisions d'habitude. Donc, grosso modo, pour être précis, on a 544 personnes qui sont inscrites sur le registre en question, 7000 appels téléphoniques, 1200 SMS, évidemment des emails aussi, je crois qu'il y en a un peu moins de 2000, qui sont envoyés à l'ensemble de ces personnes pour être sûr que tout va bien et que nous n'avons pas Donc, on a une surveillance particulière. Et puis, n'oubliez pas que nous avons également un service de portage des repas à domicile, qui nous permet là aussi d'avoir un contact direct avec des personnes qui sont en général seules à domicile. Et donc, on a quelque chose qui est assez efficace en la matière et qui doit nous permettre d'éviter ces décès dont on parle. Mais je n'ai pas les retours statistiques à l'heure où nous nous retrouvons ce soir. Et donc, nous vous ferons un point bien évidemment dès qu'on aura des éléments plus précis. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions à laquelle je n'ai point répondu. Et donc on passe au vote sur la DM1, budget supplémentaire, budget annexe. Pardon. Est-ce qu'il y a des votes contre les 14 mêmes? Hop, hop. 14 votes contre, les mêmes? Non? Alors bon, qui vote contre? 6, 13, abstention? Comment? D'accord, donc abstention. Donc s'il n'y a pas d'abstention, ce sera un vote favorable pour les budgets annexes. Donc ça fait 13 votes contre, pas d'abstention. La DM1, budget annexe, est donc adoptée. La 6, Madame Lamiable.
Pardon, je n'étais pas prête. Le groupement de commandes pour les distributeurs de friandises et les fontaines d'eau. Dans le cadre de la mise en place de l'administration unique, toutes les évolutions bâtimentaires ont permis de faire une réévaluation globale des équipements qui étaient jusqu'alors loués. Donc, il vous est proposé d'autoriser le maire à adhérer à un groupement de commandes qui va réunir la ville et la communauté d'agglomération de Châlons, qui aura notamment pour objectif d'obtenir un titulaire qui, bien évidemment, prendra en charge toutes les étapes de la vie de ces équipements, depuis leur installation jusqu'à leur maintenance et son approvisionnement. Ce marché est pris dans le cadre d'un marché sans concurrence préalable, avec une estimation inférieure à 60 000 €, ce qui explique le modèle qui est aujourd'hui pris, sans minimum évidemment, et pour une durée de 1 an reconductible 2 fois. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Nous allons donc passer au vote. Je dois d'abord vous proposer Madame Audin, Monsieur Chauvière pour ce groupement de commandes comme nos représentants. Y a-t-il des questions sur leur désignation? Il n'y en a pas. Je vous propose de délibérer maintenant sur l'ensemble de cette délibération de groupement de commandes. Des oppositions, des abstentions, la délibération 6 et donc, pardon, abstention, 7 abstentions. C'est noté. Je vous propose de passer à la délibération numéro 7, Madame Lamiable. Mes chers collègues, Monsieur le maire, par délibération du 12 décembre 2024 pour l'agglomération et du 19 décembre 2024 pour la ville, les deux collectivités ont approuvé le contrat de gouvernance qui organise l'administration unique. Le présent avenant a pour objet d'en préciser les modalités de fonctionnement, notamment en matière de répartition des charges, de mutualisation des services et d'appui aux communes, afin de renforcer la sécurité juridique de l'outil qui avait une vocation à suivre les évolutions, puisque ça fait 1 an et demi que l'administration unique est en place, la lisibilité et l'équité du dispositif, sans évidemment en modifier les principes fondateurs. Donc, quelques principales évolutions qui sont introduites par cet avenant: le renforcement du cadre financier et des mécanismes de refacturation entre les deux collectivités, la création d'une méthode spécifique s'agissant de la mission climat qui n'était pas prévue dans le contrat initial, une précision sur les clés de répartition pour l'espace citoyen, et aussi tout un volet s'agissant de l'outil à vocation territoriale, puisqu'il permet cet avenant la structuration de l'offre d'appui aux communes de la communauté d'agglomération. Et enfin, il vient formaliser un processus d'intégration pour d'éventuelles nouvelles communes. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions, Monsieur Namur? Comme ça a été dit, ça fait maintenant, je crois, plus d'1 an que l'administration unique a été mise en place. Et il nous semblerait normal qu'après justement ce délai de fonctionnement, nous puissions avoir un point d'étape partagé, Je suis d'accord. et pas uniquement que financier, hein, j'entends l'avenant, mais sur tout simplement ce qui fonctionne, ce qui pourrait fonctionner moins bien, non pas pour remettre en cause, bien entendu, le principe de cette organisation, mais simplement que l'on puisse avoir une idée du fonctionnement actuel. Vous avez parfaitement raison, Madame Lamiable. Juste une petite précision, nous sommes en train d'effectuer les visites de service post-élection, ce qui permettra peut-être à l'issue de notre tour d'horizon, à la fois avec la version ville et la version agglo, de proposer ce bilan. Donc on va demander d'être un tout petit peu patient, puisqu'on a entamé ça sur les 15 derniers jours. Alors, on a effectivement besoin de ce bilan-là, parce que vous avez pleinement raison, il y a sûrement plein de choses qui marchent, mais je ne connais aucun mouvement d'organisation où il n'y ait pas des loupés. C'est donc normal. Nous avions évoqué à chaque fois que nous avions reçu l'ensemble des collaborateurs que l'organigramme que nous avions imaginé évoluerait probablement assez rapidement, parce qu'un organigramme de cette complexité, ben, il est probablement perfectible à l'aune de l'expérience. Là où il y a peut-être un petit bémol, c'est qu'il faudra le faire en plusieurs temps, puisque pour l'instant, l'administration unique est mise en place sur le plan de l'organigramme, mais elle sera pleinement en place lorsque les collaborateurs seront réunis dans les mêmes services. Et c'est pas le cas partout encore. Donc, tant qu'on n'a pas le nouveau bâtiment Chanzy, on n'a pas le plein effet de la mutualisation. Donc, ça reste quelque chose qui est aujourd'hui encore un peu cul entre deux chaises. Et donc, on aura une première étape qui est celle qu'on vit aujourd'hui, mais il y aura nécessairement une seconde étape post-installation, parce que c'est là que la pleine mesure de l'efficacité ou pas de l'organigramme se verra. Madame Lamiable?
Et je me permettrai d'en avoir un troisième avec l'arrivée de la nouvelle DGS qui aura aussi l'occasion Bien sûr. d'avoir le rapport d'étonnement et qui Évidemment. sera là pour le coup hyper productible. Vous avez tout à fait raison, ce sera évidemment un élément essentiel d'avoir quelqu'un qui n'a pas participé à la construction de l'administration unique et qui pourra évidemment faire son rapport d'étonnement. C'est évidemment un élément très très important également. Mais vous avez raison, nous prenons note et nous ferons évidemment une présentation à l'occasion d'un prochain conseil municipal, mais également conseil communautaire, puisque ça intéresse les deux assemblées. Je vous propose de délibérer, puisque je pense que nous n'avons pas délibéré. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 7 abstentions. La délibération est adoptée. La 8, Monsieur Ponquet. Monsieur le maire, chers collègues, il s'agit de l'adhésion à la Fédération nationale des centres-villes vitrines de France, réseau national regroupant des collectivités territoriales, des managers de centres-villes, des associations de commerçants et des partenaires engagés dans la valorisation et le développement des centres-villes. Le but est de bénéficier d'un accès à des ressources et outils relatifs au commerce, à l'attractivité et à l'animation du centre-ville. Le coût de l'adhésion s'élève à 726 € TTC. Je vous demande d'approuver l'adhésion de la collectivité à cette fédération nationale et d'autoriser le maire à signer le bulletin d'adhésion correspondant. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Gérardin. Oui, merci. Une question rapide. C'est concernant l'adhésion, évidemment. Je crois qu'il y a aussi d'autres associations sur le centre-ville qui s'appelle Centre-ville en mouvement. Je ne sais pas si on est également membre. Enfin voilà, il y a pléthore d'associations de toute façon sur la redynamisation des centres-villes. Et ma question, elle est plus sur. Je sais qu'on va revoter également une autre adhésion à une association sport. Juste pour savoir également si c'était possible d'avoir la liste de l'ensemble des associations auxquelles nous sommes adhérentes. Merci. Alors, il n'est pas complètement impossible que j'ai posé une question à peu près identique il y a quelques minutes, juste avant cette séance du conseil municipal, en y rajoutant un élément, peut-être le volume et la liste, peut-être aussi l'usage qu'on en fait, l'utilité qu'on en a, pour savoir si effectivement il n'y a pas à un moment un peu de toilettage à faire dans ces adhésions. Et donc c'est une commande qui a été passée il y a quelques instants, qui recouvre la vôtre. En attendant ces éléments-là, oui, Monsieur Bizio. Effectivement, si nous envisageons un toilettage de ces différentes associations, nous verrons à l'avenir lesquelles seront visées. Il pourrait être pertinent de flécher l'argent qui ne sera plus versé à ces associations dont nous n'avons plus l'utilité pour l'acquisition de vélos pupitres pour les enfants qui présentent des troubles et qui sont à l'école et qui justement pourraient à ce titre avoir la possibilité de se concentrer plus facilement afin de faciliter l'apprentissage. Je pense que ce serait un fléchage tout à fait opportun et je crois qu'il est judicieux d'en parler dès ce jour. Je vous remercie. On en parlera le jour venu, c'est-à-dire lorsque l'on regardera les équipements à destination des écoles, mais essayons, alors je sais qu'on aime de plus en plus dans ce pays les recettes affectées, enfin c'est pas le principe budgétaire français traditionnellement, et donc je sais que de plus en plus on oppose tel investissement à tel autre investissement, vous enlevez ça, vous mettez ça, etc., etc. Je dis encore, faire de la politique, c'est faire des choix, c'est assumer des choix. Si on assume le choix que vous préconisez, eh ben on le fait, mais non pas au détriment d'autres choses ou au détriment de je sais pas quoi. On assume des choix, on les porte. Et c'est beaucoup plus clair, me semble-t-il, que commencer à jouer ces affectations, parce que si on jouait à ce petit jeu-là sur le plan national, je pense qu'on va avoir quelques soucis dans les mois et les années qui viennent. Je vous propose de délibérer, parce que nous n'avons toujours pas délibéré sur la 8. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. La 8 est donc adoptée. La 9, Madame Regnault. Monsieur le maire, chers collègues, donc dans le cadre de la politique d'aide au commerce mise en œuvre par la ville et notamment l'accompagnement à l'investissement des créateurs d'activités, la délibération vise à subventionner la SARL LNCO. Sous l'enseigne Café des Fleurs, un projet de concept store familial proposera dès septembre 2026 à Châlons une nouvelle offre de salon de thé, petite restauration le midi, ainsi qu'un espace de vente d'articles de puériculture.
La société va investir dans l'aménagement de sa cellule qui est située le 3 terre rue Léon Bourgeois à Châlons et dans l'achat de l'équipement nécessaire à son activité pour un montant de 78 342 €. Donc, conformément à la politique d'aide au commerce mise en œuvre par la ville en 2021, un soutien financier de 30% du montant hors taxe des dépenses d'investissement peut être alloué aux créateurs d'activités dans la limite de 20 000 €. Il vous est donc demandé d'accepter le versement d'une subvention de 20 000 € à la SARL LNCO pour la création de ce concept store et d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires à l'octroi de cette subvention. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Serret. Une simple question par rapport à ce dispositif qui accompagne les entreprises du centre-ville. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un bilan à long terme? Donc là, on a le bilan quantitatif de ce qui est versé, mais un peu de la réussite, parce que ça permettrait soit de le valoriser, soit de le développer, soit de l'améliorer. Voilà, merci. Aucun problème, vous avez raison. Là, on n'est pas assez bon dans le suivi, dans la présentation de ces suivis-là. Donc, il serait opportun, effectivement, de se dire, si on prend les 10 dernières années, qu'on ait un panorama global de l'ensemble du volume d'aide qui a été apporté. Ça nous évitera ensuite d'avoir des batailles de chiffres pendant les campagnes électorales sur lesquelles chacun a les siens. Et donc, qu'on fasse un bilan un peu officiel par rapport à tout ça et qu'on puisse vous proposer évidemment le suivi quali que sont devenus les différents commerces en question. J'imagine que certains ont malheureusement dû mettre la clé sous la porte, d'autres sont encore existants, mais qu'on puisse peut-être faire un bilan d'ensemble serait effectivement une bonne chose. Et Monsieur Panquet, qui opine du chef, va s'y mettre très vite. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas, je vous propose de délibérer. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La 9 est donc adoptée. Et nous regardons maintenant la 10, Madame Benamara. Monsieur le maire, chers collègues, cette délibération porte sur l'attribution de 2 subventions exceptionnelles à des associations sportives de notre ville. La première concerne la SPTT Football, qui a rencontré quelques difficultés durant la saison 2025-2026 en raison de l'indisponibilité de certains terrains. Cette situation a obligé le club à louer des créneaux de gymnase pour maintenir les entraînements des jeunes et lui a également fait perdre des recettes liées à l'organisation de ces rencontres. Il est donc proposé de lui attribuer une subvention exceptionnelle de 2 260 € afin de compenser une partie de ces surcoûts. La seconde concerne l'échiquier chalonnais qui organisera les championnats de France de parties rapides et de blitz en septembre 2026 au Palais des Sports de Pierre de Coubertin. Cet événement contribuera au rayonnement de notre ville et générera des retombées économiques. En complément du soutien logistique apporté par la ville, il est proposé de lui attribuer une subvention exceptionnelle de 2 500 €. Merci. Je vous demande d'autoriser le maire à signer les 2 arrêtés, s'il vous plaît. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions, nous délibérons. Des oppositions, pardon. Des abstentions? Il n'y en a pas. La délibération est donc adoptée. La 11, Monsieur Stéphane. Merci Monsieur le maire, chers collègues. La présente délibération s'inscrit dans le cadre de la politique municipale de développement des arts du cirque sur le territoire. En effet, depuis 1998, l'association de gymnastique L'Espoir, au travers de sa section Pourquoi pas nous, propose des cours de cirque de loisirs à destination des jeunes chalonnais et contribue ainsi donc au développement de ces disciplines dans notre ville. Afin de favoriser donc un accès plus large à cette pratique, il est proposé de mettre en place un partenariat entre la ville et l'association permettant aux enfants de moins de 8 ans inscrits à ces cours de bénéficier des mêmes conditions tarifaires que celles appliquées aux activités municipales de cirque de loisirs. Concrètement, la ville assurera la gestion administrative des inscriptions ainsi que la facturation des familles selon les tarifs municipaux en vigueur. L'association conservera pour sa part l'entière responsabilité de l'organisation des activités, de leur contenu pédagogique, de l'encadrement des pratiquants ainsi que la définition des capacités d'accueil. Pour accompagner ce dispositif, il est proposé d'attribuer à l'association une subvention d'un montant maximal de 3 120 € au titre de l'année 2026. Ce montant correspond à la capacité maximale d'accueil des 2 groupes concernés, soit 24 enfants. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention conclue entre la ville et l'association de gymnastique L'Espoir, d'autoriser monsieur le maire à la signer ainsi que tout document nécessaire à son exécution et d'approuver l'attribution de la subvention maximale de 3 120 € dans les conditions prévues par la convention. Merci bien. Y a-t-il des questions? Pas de questions, nous délibérons. Des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. La délibération 11 est donc adoptée.
La 12, Madame Niquez. Monsieur le maire, mes chers collègues, cette délibération vise à renforcer l'accès aux arts du cirque pour l'ensemble des habitants de Châlons. Fidèle à notre ambition de démocratisation culturelle, la ville souhaite développer une offre structurée de cirque de loisirs, accessible au plus grand nombre, en particulier dans le cadre d'une pratique amateur. Pour accompagner cette démarche, nous proposons de conclure une convention de partenariat avec le Centre national des arts du cirque, acteur emblématique du rayonnement culturel de notre territoire. Le CNAC mettra temporairement à disposition ses studios d'entraînement de la Marnaise sur des créneaux dédiés pour l'année scolaire 2026-2027. Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux. La ville prendra uniquement en charge les frais directement liés à l'utilisation des locaux. Cette collaboration constitue une étape importante dans la structuration d'une future école de cirque de loisirs et dans le développement de pratiques artistiques sur notre territoire. Je vous propose donc d'approuver la convention annexée et d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes nécessaires à son exécution. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Des oppositions? Des abstentions? La délibération numéro 12 est donc adoptée et nous passons à la 13, Monsieur Badad. Monsieur le maire, chers collègues, l'objet de cette délibération porte sur l'adhésion de la ville de Châlons à l'Association nationale des élus en charge du sport. Cette association a été créée par les élus locaux qui souhaitent échanger sur les problématiques terrain de sport. Il regroupe les maires, les élus et les délégués du sport des communes, métropoles et autres maires. Son rôle est de favoriser les échanges d'expériences entre communes sur les politiques sportives, défendre les intérêts matériels et moraux des élus membres, y compris en matière de justice, représente les élus auprès de l'État et du mouvement sportif et des organisations de normes, homologation des équipements sportifs, servir d'instance de réflexion et de concentration sur la gestion des activités physiques et sportives. Ce montant monte à 512 €. La ville désigne Madame Sarah Benamara pour la représenter au sein de cette assemblée. Chers collègues, il vous est proposé d'approuver cette délibération et je vous en remercie. Merci bien. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Des oppositions, des abstentions. La délibération 13 est adoptée. Délibération 14, Madame Beaune. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, il vous est demandé d'approuver ici la convention de partenariat 2026 entre la ville de Châlons-en-Champagne et l'association Alpha Logement, qui a pour but de soutenir financièrement les centres sociaux et culturels municipaux de Schmitt et de Rive-Gauche, tant dans leur fonctionnement d'équipement de proximité que de la veille sociale et pour l'animation de la ville locale, être le lien aussi avec les habitants. Donc cette convention, on la connaît, elle n'est pas nouvelle, c'est un renouvellement. Et donc le soutien d'Alpha Logement, là, serait de 6 000 €. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas. La délibération 14 est adoptée. Pardon, la 15, Madame Panavoine. Monsieur le maire, chers collègues, dans le cadre de notre politique en faveur du développement de la mobilité durable et de la transition énergétique, nous souhaitons poursuivre et structurer le déploiement d'un parc d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Il vous est proposé de lancer un appel à manifestation d'intérêt afin de sélectionner un opérateur unique pour l'installation, la mise en service, l'exploitation, la maintenance et la gestion d'un parc d'infrastructures de recharge payante. Les candidats seront invités à faire des propositions d'implantation sur la ville. L'objectif est de pouvoir répondre aux besoins des habitants, tout en s'assurant que les emplacements proposés garantissent un équilibre économique de l'exploitation. Actuellement, nous disposons d'un parc de 11 bornes de recharge et pour garantir une cohérence en termes de lisibilité, de services et de tarification, l'opérateur devra reprendre l'ensemble des infrastructures existantes. Le candidat retenu se verra octroyer une autorisation d'occupation du domaine public d'une durée de 10 ans pour exercer son activité. Je vous demande donc d'approuver le lancement de l'appel à initiative privée. Merci. Y a-t-il des questions? Madame Serret. Alors, une question et une proposition. Une question par rapport à la répartition. D'après ce que j'ai entendu,
l'équilibre économique sera recherché, ça c'est normal, mais du coup, est-ce qu'un projet d'implantation est déjà travaillé en interne ou est-ce que c'est l'opérateur qui va faire son travail de proposition et du coup, est-ce que ça garantira un équilibre aussi au niveau des habitants, c'est-à-dire par rapport aux différents quartiers, le centre-ville, etc. Ensuite, la proposition, et ça c'est en lien avec la discussion qu'on a eue à l'agglomération sur les mobilités, c'est de dire qu'il y a des possibilités aussi d'implantation de bornes de réparation de vélos, je ne sais pas si vous connaissez, en libre service et qui sont aussi dans le cadre de la mobilité intéressantes. Notamment sur le projet Chanzy, lors de la présentation pour les nouveaux élus, je n'ai pas entendu qu'il y avait cette proposition et je pense que c'est peut-être quelque chose à réfléchir. Merci. Merci bien. Sur les véhicules, sur les bornes électriques, Madame Panavoine, vous avez des éléments? Donc c'est l'opérateur qui va se charger de rechercher les endroits les plus appropriés et pour qu'il y ait un bon équilibre sur la ville. Et pour les bornes de réparation de vélos, il y en aura une sous la halle des mobilités à Chanzy. Une première en tout cas déjà. Peut-être en complétant, il y en a deux qui sont d'ores et déjà existantes, je crois, pour les avoir utilisées, sous les abris sécurisés du CITAC. Il y aura cette troisième. C'est peut-être effectivement insuffisant. Peut-être qu'il faut qu'on regarde qu'on en ait une dans chaque quartier. Donc là, il y en a un à la gare Rive-Gauche. Il y a celui en centre-ville. Il y en aura un à Chanzy. Peut-être qu'on peut imaginer quelque chose sur Chalon-Sud et sur Chalon-Nord pour qu'on couvre avec 5, 6. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de beaucoup plus, mais vous avez raison. Il faut qu'on les implante. Et donc, on va s'en occuper. Monsieur Namur. Oui, effectivement, la répartition est importante, mais aussi le libre accès est important, parce que vous expliquez que c'est dans les structures de la CITAC, mais du coup, seules les personnes qui ont le badge peuvent y avoir accès. Et comme beaucoup de Chalonnais ont accès au CITAC, ça permet effectivement d'avoir déjà un taux de pénétration. Je pense qu'on a notre directeur de cabinet à Épernay, ils ont des structures de gonflage, etc., qui se situent sur la voie publique, donc ça pourrait être intéressant. Je suis d'accord. Y a-t-il pas d'autres questions? Je vous propose de délibérer. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas. La délibération numéro 15 est adoptée. La 16, Monsieur Janssen. Monsieur le maire, chers collègues, il nous est proposé d'approuver une convention de servitude au profit d'Enedis concernant des parcelles situées au lieu-dit André Malraux et Jean Moulin. Cette convention vise à permettre à Enedis de réaliser des travaux nécessaires au développement, à l'exploitation et à l'entretien de réseaux publics d'électricité. Il s'agit d'autoriser le passage de 2 canalisations souterraines sur une longueur totale d'environ 191 mètres. La parcelle concernée représente une superficie de 16 000 m², servitude donnant lieu au versement d'une indemnité forfaitaire unique de 382 € au profit de la ville. Il est précisé que l'ensemble des frais liés à cette convention, à l'acte notarié, à la publication des services et de la publicité foncière seront intégralement pris en charge par Enedis. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes de cette convention de servitude et d'autoriser, monsieur le maire, à signer la dite convention ainsi que l'acte pour intervenir plus largement. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions, des oppositions, des abstentions sur la 16. Il n'y en a pas. La 16 est donc adoptée. Nous passons à la 17, monsieur Poinquet. Je vais vous présenter dans ces grandes lignes la convention de partenariat entre la ville, la communauté d'agglomération de Châlons et la SAS UCIA Expo pour l'accompagnement des éditions 2026 à 2028 de la foire de Châlons-Champagne. La nouvelle convention triennale comporte des obligations, notamment l'engagement de la SAS UCIA Expo de maintenir le prix des entrées pour les adultes à 7 € la semaine et 8 € le week-end, la programmation de 10 concerts ouverts au public et la prise en charge avec la préfecture de la sécurité de l'événement à l'intérieur du parc Expo. L'engagement de la ville de Châlons de verser une subvention de 185 000 € maximum, tel que 50% maximum du coût de la scène de foire en scène dans la limite de 95 000 €, 70% maximum des charges de sécurité de la foire dans la limite de 70 000 € et 20 000 € pour la réalisation d'un village des sports. De prendre en charge la sécurité publique hors parc des expos, d'assurer l'accueil et la bonne gestion du parking Saint-Thibault.
s'agissant de la communauté d'agglomération. L'engagement de mettre à disposition le parking Saint-Thibault pendant les 10 jours de la foire, de prendre en charge les navettes pour le transport des visiteurs pour un coût total de 35 000 €, de verser une subvention de 50 000 €, telle que la prise en charge d'un forfait de coûts de location d'immeubles, de chapiteaux, et la prise en charge d'un forfait de promotion et de communication. Retenez qu'on est dans le même esprit que des conventions précédentes dans la relation avec la foire. Je vous demande de bien vouloir valider cette convention. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Monsieur Bizio. Merci Monsieur le maire, ce n'est pas tant une question, c'est pour remercier tout simplement l'organisation de cette foire chaque année. Nous fêterons cette année d'ailleurs le 80e anniversaire de cette foire grâce à la dynamique impulsée par Bruno Forget pour lequel c'est la 34e édition et je pense que c'est important pour notre conseil municipal effectivement de saluer ici son implication au service du dynamisme de notre commune. Je vous remercie. Merci bien. Pas d'autres questions? Il n'y en a pas. Monsieur Matt, je crois, ne participe pas au vote. Pour les autres, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. La délibération 17 est adoptée. Nous passons à la 18, Madame Poli. Monsieur le maire, chers collègues, la délibération 18 consiste à vous autoriser à signer une convention tripartite en vue de la rétrocession des voiries et des espaces communs du lotissement Mermoz par 9 habitants. Le transfert se fera au profit de la ville pour 1 € symbolique à l'achèvement des travaux. Voilà. En l'absence de Madame Niquez qui vient de sortir de la salle, y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas. Cette délibération est donc adoptée et nous passons à la suivante, Monsieur Janssen. Monsieur le maire, chers collègues, il vous est proposé d'approuver l'avenant numéro 2 au contrat de prêt à usage conclu entre la ville de Châlons-en-Champagne et la société Novabitat concernant le terrain dit Lec Morel, situé dans le quartier de l'Abidé. Ce terrain anciennement occupé par des logements aujourd'hui démolis, devenu une friche. Dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain, il fait l'objet d'aménagements provisoires afin de favoriser les nouveaux usages de proximité, de loisirs et de rencontres. Cet espace est désormais identifié comme le square Lec Morel. Il vient compléter les autres aménagements du secteur, notamment la place Jean-Louis Deveau et l'extension du parc Bellevue dans une logique de reconquête de l'espace public et d'amélioration du cadre de vie des habitants. Afin de prolonger cette dynamique, il est proposé de porter la durée du contrat de prêt d'usage à 6 ans, soit jusqu'au 17 juin 2028. À terme, la ville envisage l'acquisition de ce terrain auprès de Novabitat à l'euro symbolique, afin de permettre son aménagement définitif en espace public. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes de l'avenant numéro 2 et d'autoriser monsieur le maire à signer cet avenant, ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Toujours en l'absence de Madame Niquez, je vous propose de délibérer. Y a-t-il des oppositions, des abstentions sur la 19? Il n'y en a pas. La 19 est donc adoptée. Je dois vous donner lecture de la liste des communications avec notamment le tableau des effectifs qui vous a été évoqué. Et nous en avons terminé pour le programme officiel de ce conseil municipal. Remarque non, puisque les deux vœux sont aussi dans le programme officiel, dans l'ordre du jour officiel de notre conseil municipal. Et donc, nous avons 2 vœux déposés par le groupe Rassemblement National. Je ne sais pas qui les porte. C'est vous, Monsieur Bizio, allez-y. Merci, Monsieur le maire. Combien de drames faudra-t-il encore? Il est des jours où une ville tout entière revêt le manteau noir du deuil. Et vous le savez, mardi 23 juin, le meurtre de Sofiane Slimani et la tentative de meurtre dont a été victime Selim en plein cœur de notre ville ont profondément bouleversé les Chalonnaises et les Chalonnais. Alors, à l'évidence, tout d'abord, je tiens à adresser mes pensées les plus sincères à la famille du défunt, à ses proches, ainsi qu'à tous ceux que cette violence insensée a meurtri. Le respect dû aux victimes commande la retenue, et chacun sait ici, dans ce conseil municipal, que je me suis toujours refusé à toute instrumentalisation. Cependant,
il y a là quelque chose qui interpelle. C'est le respect de la vérité qui impose de ne pas détourner le regard lorsque le destin d'un homme poignardé met en lumière les défaillances de votre politique migratoire et sécuritaire. Les drames, vous le savez, ne surgissent pas du néant. Ils sont aussi la conséquence de décisions, d'inaction, de renoncement. Et ici, les deux individus, âgés de 18 et 19 ans, mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre, sont en situation irrégulière. Tous deux font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ont déjà été condamnés par la justice française pour violence volontaire avec arme. Dès lors, une question s'impose à notre Assemblée. Comment des étrangers en situation irrégulière, déjà condamnés et faisant l'objet d'une OQTF, peuvent-ils circuler librement jusqu'à commettre l'irréparable? Cette interrogation dépasse les circonstances de ce drame qui place notre ville devant une alternative: se résigner et subir, ou comprendre et agir. Et en réalité, ce drame pose la question des prises de position de Lise Magnier, députée de la Marne, et de vous-même, monsieur le maire, Benoît Apparu, maire de Châlons, en Champagne. Pendant que madame la députée Lise Magnier refuse à l'Assemblée nationale de voter en faveur de l'expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers, les Chalonnais subissent le bilan migratoire et sécuritaire de vous-même, monsieur le maire Benoît Apparu. Triplement du nombre de clandestins à Châlons-en-Champagne, doublement du contentieux en droit des étrangers, hausse de 19% du nombre de crimes et délits commis depuis 2014. Alors, monsieur le maire, comme à votre habitude, vous contesterez sans doute cette réalité, mais les chiffres du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice et du ministère de la Santé, quant à eux, sont formels. Alors, dans la perspective de ce conseil municipal, vous avez tous reçu dans votre boîte mail le vœu déposé par le Rassemblement national. Celui-ci est l'occasion de demander à monsieur le maire de saisir le préfet afin que les OQTF soient systématiquement exécutés sur le ressort territorial de notre commune, parce que oui, monsieur le maire, vous êtes la première autorité morale de notre commune, et à ce titre, il est important que vous agissiez comme il se doit. Deuxième élément de ce vote, qui est tout à fait capital, eh bien, c'est que ce vœu sollicite auprès de vous-même la communication du nombre de clandestins faisant actuellement l'objet d'une OQTF dans notre ville et de rendre ces informations publiques. Alors, à l'évidence, c'est le ministère de l'Intérieur et le préfet qui disposent de ces informations-là, mais vous pouvez leur demander et les communiquer à l'ensemble des Chalonnaises et des Chalonnais. Et dans la mesure où il est très important pour tous les habitants de notre territoire d'avoir ces informations, il vous revient de les solliciter. En réalité, les Chalonnais ont le droit à la vérité. Une démocratie qui voile la vérité nourrit l'inquiétude, tandis qu'une autorité qui l'affronte restaure la confiance. Et c'est là, monsieur le maire, que nous vous attendons. Il est encore temps d'agir avant que d'autres familles ne soient confrontées à l'irréparable. Et je crois qu'il est urgent, monsieur le maire, d'agir. Je vous remercie. Merci bien, monsieur Namur. Au témoin d'un doute, lors d'un précédent conseil municipal, il me semblait qu'il avait été rappelé que les vœux transmis devaient être lus uniquement. Bref, en tout cas, nous concernant, nous ne prendrons pas part à ce vœu, non pas parce que la question de la sécurité n'est pas essentielle, elle l'est. La sécurité est fondamentale et on doit pouvoir vivre sereinement dans notre ville. Mais ce vœu n'a pas pour objet d'améliorer la sécurité à Châlons, il a pour objet de transformer un drame humain en support de démonstration politique. Et nous refusons cette instrumentalisation. Le 24 juin dernier, au lendemain de la mort tragique de Sofiane, j'écrivais ces mots: un jeune homme a perdu la vie, un autre a été grièvement blessé. Derrière les commentaires, les polémiques, les récupérations, il y a d'abord une famille endeuillée, des proches meurtris, des amis qui pleurent, l'un des leurs, et un jeune blessé à qui j'adressais tous mes vœux de bon rétablissement. C'est cela qui doit rester au cœur de nos préoccupations. J'écrivais également que j'étais profondément préoccupé par le flot de haine, d'amalgames et de propos racistes qui envahissaient les réseaux sociaux. Et je le suis toujours, voire de plus en plus. Merci. La douleur d'une famille ne peut jamais servir de prétexte à la stigmatisation de toute ou partie de la population. Elle ne peut pas davantage devenir un argument de campagne. Nous devons être à la hauteur de ce que nos concitoyens
attendent de nous de la dignité, de la responsabilité, du sang-froid. Car enfin, que nous propose ce vœu? Il vous demande d'écrire au préfet pour lui rappeler d'appliquer la loi, comme si l'État ignorait déjà ses propres compétences, comme si cette démarche symbolique allait apporter une réponse aux victimes ou empêcher un prochain drame. Il réclame également la publication du nombre de personnes faisant l'objet d'une OQTF sur notre commune. En quoi cette statistique renforcera-t-elle la sécurité des Chalonnais? En quoi évitera-t-elle une altercation qui dégénère? La vérité, c'est que ce vœu ne traite pas les causes de la violence. Elle désigne un bouc émissaire. Pourtant, les premiers éléments de l'enquête montrent avant tout qu'une altercation a tragiquement dégénéré. La justice établira les responsabilités, c'est son rôle. Le nôtre est de ne pas tirer des conclusions hâtives et de ne pas exploiter un drame avant même que toute la vérité ne soit connue. J'écrivais également que les caméras étaient présentes place Foch, que la police municipale était à proximité. Et pourtant, le drame s'est produit. Cela montre bien qu'il n'existe pas de solution miracle, pas de claquement de doigts. La sécurité ne se résume pas à des slogans ni à des postures. Elle repose également sur la présence humaine, sur des effectifs de police suffisants, de la prévention, sur l'éducation, sur le travail des associations, sur l'accompagnement des jeunes, sur la justice lorsqu'elle est nécessaire et sur la coopération entre tous les acteurs. Elle repose aussi sur notre capacité collective à ne pas alimenter cette spirale de la peur qui pousse certains à s'armer et qui nourrit toujours davantage la violence. Enfin, permettez-moi de rappeler un principe, c'est que ce Conseil n'a pas vocation à devenir une caisse de résonance, comme ça a été dit tout à l'heure, et encore moins de faire la communication de l'extrême droite. Notre Assemblée doit rester un lieu où l'on construit des réponses concrètes pour nos concitoyens, pas un espace où l'on instrumentalise des drames humains pour faire progresser une idéologie fondée sur les amalgames et les divisions. Par respect pour les victimes, pour leurs familles et par respect pour les Chalonnais qui attendent de nous davantage que des polémiques. C'est pourquoi nous ne prendrons pas part à ce vote. Merci, Monsieur Delavenne. Ah, pardon, Monsieur Michel, excusez-moi. Je vous remercie. Monsieur le maire, chers collègues, alors bien sûr, comme chacun d'entre nous, naturellement, je m'associe à la souffrance des familles endeuillées dernièrement. Je ne ferai pas de procès en récupération politique parce que je crois que cela confine parfois aussi à l'aveuglement. Alors bien sûr, la politique migratoire, la politique d'éloignement ne sont pas de la responsabilité du maire et de la commune. Néanmoins, l'inexécution des obligations de quitter le territoire français est un sujet d'exaspération et d'incompréhension légitime pour nos compatriotes. Je pense qu'il l'est aussi et tout autant très certainement pour les personnes qui sont les ressortissants étrangers en situation régulière sur notre territoire. Quand bien sûr, la politique d'éloignement fait face à des obstacles diplomatiques, elle dit beaucoup de l'abandon de nombreux pans de notre souveraineté. Alors je souscris à ce que la ville fasse entendre un message d'intransigeance en cette matière qui, bien sûr, rejaillit sur la sécurité publique locale. Je vous remercie. Monsieur Delavenne, cette fois-ci. Merci, monsieur le maire. Monsieur Bizio, avant toute chose, je veux avoir une pensée pour Sofiane, pour Selim, grièvement blessé, pour leur famille, leurs proches et pour tous les Chalonnais qui ont été effectivement bouleversés par ce drame. C'est avec ce respect que nous abordons ce débat et c'est ce même respect qui nous interdit d'en faire un objet politique. Un drame, ce n'est pas un fonds de commerce. Votre vœu utilise un drame local pour ouvrir un débat national sur l'immigration et les OQTF. Chacun est libre de porter ce débat, mais ce débat relève du Parlement et de l'État. Nous siégeons au conseil municipal de Châlons-en-Champagne. Notre responsabilité, c'est d'agir dans le cadre de nos compétences, et c'est précisément ce que nous faisons chaque jour. Rappelons d'abord les faits. L'auteur présumé a été interpellé en moins de 24 heures. Les deux mises en cause ont été mis en examen et placés en détention provisoire dès le 26 juin. La justice est saisie, elle se prononcera. Police, parquet, justice, chacun fait son travail vite et sérieusement. Et je veux rappeler autre chose. Dans les jours qui ont suivi, la procureure de la République a dû publiquement mettre en garde contre de fausses accusations qui circulaient sur les réseaux sociaux et qui visaient un homme mis hors de cause. Des menaces de mort ont circulé. Dans ce climat-là, la responsabilité d'un élu, M. Bizio, c'est d'apaiser. Vous soufflez sur les braises. Sur le fond, maintenant, vous demandez au maire d'intervenir sur l'exécution des OQTF.
vous savez parfaitement que cette compétence appartient à l'État, et chacun sait que cette exécution se heurte à des réalités que votre texte ignore. Les recours, les laissez-passer consulaires, le refus de certains pays de reprendre leurs ressortissants. Que la France doive mieux exécuter les OQTF, personne ne le conteste, mais cela se tranche au Parlement, où siège votre formation politique. Vous demandez ensuite que la ville publie le nombre de personnes sous OQTF présentes à Châlons. Là encore, vous le savez très bien, une commune ne dispose pas de ces données. Elle n'existe d'ailleurs pas, nulle part, commune par commune. Non, nulle part, commune par commune. Les seules statistiques OQTF prononcées ou OQTF exécutées sont nationales et publiées par le ministère de l'Intérieur. Demander à la ville de publier des chiffres qu'elle n'a pas, ce n'est pas agir, c'est de la mise en scène. Il est toujours possible de déposer des vœux, encore faut-il, comme l'a rappelé Monsieur le maire tout à l'heure, qu'ils aient une utilité concrète pour les Châlonnais, et ce n'est pas le cas ici. En revanche, ce qui relève de notre responsabilité, nous l'assumons pleinement. Nous renforçons notre police municipale qui passe de 22 à 30 agents, nous continuons de développer la vidéoprotection, nous investissons dans notre centre de supervision urbain, et dans ce dossier, des images de vidéoprotection ont d'ailleurs contribué à établir le déroulé des faits. Et nous travaillons chaque jour avec la police nationale, la préfecture, le parquet et l'ensemble des services de l'État. C'est cela qui protège concrètement les Châlonnais. Notre devoir, c'est de continuer à agir avec sang-froid, avec sérieux, avec responsabilité, plutôt que de transformer chaque drame en affrontement politique. Parce que respecter les victimes, c'est protéger les Châlonnais, pas exploiter leurs émotions. L'avis est défavorable et nous voterons contre ce vœu. Merci. Y a-t-il d'autres commentaires? Monsieur Biziot. Monsieur Delavenne, vous êtes adjoint à la sécurité et vous êtes par ailleurs collaborateur parlementaire de la députée dont nous avons parlé et qui n'a pas voté pour l'expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers. Autrement dit, vous dites que le débat est au Parlement, mais vous-même, vous faites partie de cette majorité macroniste qui, précisément, n'a pas bouleversé la tendance en matière d'immigration illégale et qui a causé des problèmes manifestes dans notre pays. Alors, vous pouvez vous caresser le poil, cela vous appartient, mais il y a aujourd'hui des faits, des votes qui ont été tenus à la fois à l'Assemblée nationale. Il y a également, dans le cadre de son conseil municipal, une autorité morale qui est celle du maire. Et à l'évidence, il lui appartient d'entretenir des liens réguliers avec le préfet de la Marne, ce qu'il fait d'ailleurs au demeurant. Et il pourrait tout à fait solliciter ces chiffres et ne dites pas qu'ils n'existent pas. Ils existent. Vous ne souhaitez pas les communiquer, cela vous appartient. Mais un peu de bonne foi ne ferait pas de mal au débat. Et comme vous le dites, il ne faut absolument pas instrumentaliser cette affaire, mais en fait, vous protégez derrière votre armoire pour dire qu'en réalité, vous êtes plus blanc que blanc, parce que vous êtes du coup exempt de tout vote qui a causé des problèmes manifestes sur notre territoire, mais la vérité, chacun la connaît, et c'est là où en réalité c'est regrettable. Alors, à l'interpellation de Monsieur Namur, parce que c'est important d'y répondre également pour la qualité du débat public, en réalité, l'intéressé a indiqué que cela ne venait pas résoudre les problèmes. Sauf qu'en réalité, pour résoudre un problème, il faut poser un diagnostic. Pour poser un diagnostic, il faut donc avoir des chiffres, et ces chiffres-là doivent être communiqués publiquement pour la qualité et la transparence du débat public. Vous pouvez le regretter, Monsieur Namur, mais vous êtes du Parti socialiste qui a toujours prôné la transparence. Aujourd'hui, on constate que vous n'êtes vraisemblablement pas dans cette position. Je vous remercie. Merci bien. Alors, j'ai laissé prospérer ce débat, mais je précise tout de suite que c'est évidemment la dernière fois. J'ai évoqué lors du précédent conseil municipal que nous traitions ici des affaires municipales et pas d'autre chose. Alors, vous rêvez sûrement d'être parlementaire. Bah, vous êtes présenté plusieurs fois aux candidats aux élections législatives. Donc, j'espère pour vous, j'espère pour vous que vous en rêviez un peu quand même, et qui plus est, si je vous ai pas coupé la parole, donc s'il vous plaît, respectez le cadre de ce débat. Et puis, qui plus est, si mes souvenirs sont exacts, je crois que vous êtes assistant parlementaire. Ah bon? Vous êtes collaborateur de groupe. Pardonnez-moi, pour l'avoir été, je mesure assez bien la nuance qui est assez faible. Et donc, vous êtes assistant parlementaire. Peut-être que ce mot d'assistant parlementaire, au regard de ce qui a pu se passer sur le plan national et judiciaire, vous gêne. Mais vous êtes assistant parlementaire de Marine Le Pen. Je voulais
Tant mieux pour vous. Je voulais rappeler une chose. Nous débattons ici des objets municipaux. J'ai laissé passer au premier conseil, j'ai laissé passer au second conseil, j'ai laissé prospérer le débat ce soir, mais je tiens à préciser que c'est la dernière fois et que je n'inscrirai pas à l'ordre du jour de notre conseil des vœux qui sont sans lien avec ce que nous faisons ici. Alors certes, on peut tout raccrocher. Et demain, vous allez pouvoir nous expliquer que dans des vœux, j'imagine, que la décision de Donald Trump d'envahir je ne sais quel pays ou de faire je ne sais quoi a un lien avec la communauté du Honduras présente à Chalon, dont acte, on pourra toujours trouver des liens, mais les choses sont simples, claires. Nous débattons ici de sujets municipaux et pas d'autre chose. Et donc, nous n'avons pas à discuter des sujets type OQTF, non. Et jusqu'à preuve du contraire, la police de ce conseil municipal, c'est moi qui l'a fait parce que c'est moi qui ai été élu maire et non vous. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, nous exercerons ici collectivement cette police municipale, que cela vous plaise ou non. Et vous qui donnez des leçons de respect des règles en permanence, puisque c'est le fonds de commerce, semble-t-il, de votre formation politique, n'hésitez surtout pas à en respecter une qui est très simple et qui s'appelle notre règlement intérieur. Je clôt le débat sur ce point-là et je mets aux voix ce vœu. Y a-t-il... Comment ? Y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes favorables à ce vœu ? Il y en a 7. Ce vœu n'est donc pas adopté et nous passons au deuxième vœu. Monsieur le maire, il y en a 8, pardon. À Gabriel, pardon. Excusez-moi. Donc il y en a 8. Vote favorable. Je vous propose de passer au second vœu, monsieur Biziot. Au risque de vous décevoir, monsieur le maire, il y a un règlement intérieur et sauf preuve du contraire, vous ne l'avez pas encore modifié et donc nous vous inscrivons tout à fait dans le cadre légal et réglementaire. Il vous appartient de le changer avec votre majorité municipale, mais je ne crois pas habile. Continuez comme ça et on le fera. Mais je ne crois pas habile de museler en réalité le premier groupe d'opposition chalonnais. Bon, commençons notre vœu puisqu'en réalité cette petite tracasserie n'est pas sérieuse. Monsieur le maire, il y a des débats où l'on voit la différence entre ceux qui cherchent des excuses et ceux qui cherchent des solutions. Les canicules à répétition et la situation de nos écoles en sont une parfaite illustration. Cette thématique, en réalité, a été abordée tout à l'heure. En quelques phrases prononcées lors des conseils d'école, votre majorité municipale a résumé tout ce que les Chalonnaises et les Chalonnais ne supportent plus. Les parents d'élèves se sont mobilisés, les enseignants ont alerté et les familles vous ont écrit pour dépeindre une réalité très simple. Aujourd'hui, des enfants de 3, 4 ou 5 ans ont passé des journées entières dans des salles où la chaleur n'était plus supportable. Je vous prendrai un exemple. À l'occasion du conseil d'école de la maternelle Vallée-Saint-Pierre, votre première adjointe, Emmanuelle Guillaume, assise à votre droite, a expliqué, je cite 2 points, ouvrez les guillemets, climatiser rétroactivement n'est pas du tout dans le programme de la ville pour des raisons financières et surtout environnementales. En d'autres termes, vous défendez une écologie du thermomètre, vous constatez que la température monte, mais vous refusez de mettre en œuvre les solutions permettant de la faire baisser. Plus grave encore, lors du conseil d'école de la maternelle Édouard Branly, j'en ai d'ailleurs pris connaissance ce matin par voie de presse, j'ai été particulièrement choqué par les propos scandaleux d'un élu de votre majorité municipale qui a évoqué une prétendue différence de tolérance des enfants aux fortes chaleurs selon leurs origines. Je vous laisserai ce débat. Pardon, mais lorsqu'un enfant a chaud, monsieur le maire, on ne regarde pas d'où vient sa famille. Il n'y a pas des enfants qui devraient subir la chaleur et d'autres enfants qui mériteraient d'être protégés. Il y a simplement des enfants chalonnais qui doivent tous bénéficier de la même attention et de la même protection. Ce sont des enfants, point à la ligne. Alors, monsieur le maire, il y a urgence, tout le monde en conviendra dans cet hémicycle, à protéger nos enfants du froid en hiver et de la chaleur en été. Beaucoup de nos écoles ont été construites pour le climat d'hier. Notre responsabilité aujourd'hui est de les préparer au climat de demain. C'est pourquoi le groupe Rassemblement National demande à ce que notre ville engage enfin un véritable plan d'équipement pour la climatisation de nos écoles maternelles et élémentaires. Rafraîchir nos écoles est une condition essentielle d'apprentissage pour les élèves, est une condition de travail digne pour les enseignants comme pour les ATSEM. En effet, personne
dans notre assemblée n'aurait l'idée d'expliquer que chauffer une école en hiver serait contraire à l'environnement, alors pourquoi considérer, monsieur le maire, que rafraîchir cette même école en période de canicule serait un luxe? Aujourd'hui, il existe des équipements performants, notamment des pompes à chaleur réversibles, capables de chauffer l'hiver et de rafraîchir l'été, qui peuvent s'intégrer dans une rénovation énergétique globale. Ainsi, le vœu que nous vous présentons aujourd'hui propose une démarche sérieuse et responsable. Réaliser un diagnostic thermique complet des écoles chalonnaises, puis identifier les bâtiments les plus exposés, ce après quoi nous établirons un calendrier réaliste et enfin, nous engagerons un grand plan pour la climatisation au bénéfice des enfants de notre ville. Autrement dit, vous l'aurez compris, à travers votre vote, chers collègues, il vous appartiendra de choisir l'anticipation ou le renoncement. Entre une écologie qui consiste à subir et une écologie qui consiste à agir, je fais partie de ceux qui choisissent l'action. Ensemble, je vous invite à protéger nos enfants et je vous remercie. Merci, monsieur Namur. Je crois que nous partageons tous un constat, les épisodes de canicule se multiplient et s'intensifient. Nos écoles, nos équipements publics et notre ville doivent désormais s'adapter à cette nouvelle réalité. Mais permettez-moi de dire que nous n'avons aucune leçon à recevoir en matière d'écologie d'un parti qui, pendant des années, a nié ou minimisé la réalité du dérèglement climatique. Il est pour le moins paradoxal de découvrir aujourd'hui une soudaine préoccupation pour les conséquences d'un phénomène dont les responsables d'extrême droite ont si souvent contesté les causes. Une fois encore, ce vœu ressemble davantage à une opération de récupération électoraliste qu'à une contribution sincère au débat municipal. Car il ne suffit pas de réclamer de la climatisation. L'adaptation de notre ville au réchauffement climatique mérite mieux que des effets d'annonce. Elle nécessite une véritable stratégie d'isolation, de végétalisation, de désimperméabilisation, de création d'îlots de fraîcheur, de rénovation énergétique et d'amélioration du confort l'été. Et surtout, il est temps de regarder cette réalité en face. Les Chalonnais n'ont pas attendu ces derniers jours pour nous alerter. Les parents d'élèves non plus, d'ailleurs. Nous avons tous été destinataires de pétitions, de courriers, non pas de Branly, mais de Ferdinand Buisson, et d'interpellations lors de conseils d'école. Et malgré cela, certains ont parfois opposé bien peu d'écoute dans des conseils d'école. Parfois même bien peu d'empathie vis-à-vis des enseignants ou des parents d'élèves qui s'inquiètent légitimement. Oui, les enseignants souffrent et ont souffert durant cette période de chaleur dans nos écoles. Oui, les enfants ont subi des coups de chaud. Oui, dans certaines classes, les températures ont dépassé 36 degrés. C'est une réalité, c'est factuel. Et oui, ces situations ne sont plus exceptionnelles, elles reviennent chaque année avec une intensité croissante. Pendant que certains proposent comme unique réponse aux Chalonnais d'aller se réfugier dans des galeries commerciales climatisées, nous pensons que la puissance publique doit faire davantage. Créer des îlots de fraîcheur dans nos centres sociaux, dans nos équipements municipaux, dans les quartiers où les habitants en ont le plus besoin. Mais surtout, engageons enfin un véritable plan de rénovation de nos écoles. Les enfants passent près de 5h30 par jour dans leur classe, dans leur salle de classe. C'est là que doit porter notre priorité. Oui, les cours d'école ont été rénovés et personne ne le conteste. Mais ce sont les aménagements qui se voient. Or, les élèves passent l'essentiel de leur journée à l'intérieur des bâtiments, parfois devenus de véritables fournaises. L'urgence est donc désormais de rénover ces bâtiments, en intégrant pleinement les enjeux de l'adaptation au changement climatique. Il ne s'agit pas d'opposer les solutions entre elles d'ailleurs, mais de construire une politique cohérente, durable et responsable. L'adaptation au réchauffement climatique n'est plus une option, c'est désormais une obligation envers nos enfants, envers les équipes éducatives, nos agents et envers tous les habitants de notre ville. C'est sur cette ambition que nous devons être jugés et non sur des vœux de circonstances déposés au gré d'opportunités politiques. Merci. Monsieur Michel. Oui, je vous remercie. Alors, j'attendrai d'avoir des éléments de réponse de la majorité, peut-être de Madame Bourbrock, avant de vous donner un avis définitif. Mais bien sûr, si je lis les termes du vœu du groupe Rassemblement National, je souscris au fait que l'adaptation thermique de nos écoles doit être inscrite comme une priorité
dans la programmation de notre politique de rénovation patrimoniale. C'est pourquoi je suis plutôt en phase effectivement avec ce diagnostic, et j'attendrai bien sûr d'avoir des éléments sur la prospective de nos bâtiments scolaires de votre part. Madame Bourbrock. Monsieur le maire, chers collègues, comme vous l'avez indiqué, Châlons-en-Champagne n'échappe pas à la canicule. Elle a été confrontée, comme d'autres villes du territoire, à des épisodes de forte chaleur de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses et de plus en plus précoces. Si on fait un rétro-planning, 2019, la canicule a lieu en été, donc peu d'impact sur les écoles. L'année dernière, la canicule est le 2 et 3 juillet, 2 jours avant la sortie, donc quasiment pas d'impact. Cette année, nous avons eu 2 épisodes fin mai, et nous avons eu un épisode plus lourd, plus conséquent, donc à la 3e semaine de juin. Le réchauffement climatique est donc une réalité qui nous oblige à adapter progressivement nos bâtiments publics, et nos écoles, évidemment, n'échappent pas à cette évolution. Alors c'est vrai, au mois de juin, certaines journées ont été difficiles, j'en conviens, pour les enfants, pour les enseignants, pour les ATSEM, pour les agents municipaux. Donc cette situation a été difficile, et c'est pour cette raison que Monsieur le maire a proposé à Madame Presto, inspectrice d'académie, un accueil exceptionnel uniquement le matin, parce que nous avions conscience de la canicule de l'après-midi et que ça pouvait entraîner des difficultés pour les enfants. Alors la question qui nous est posée ce soir, ce n'est pas de savoir s'il faut agir. Nous sommes tous d'accord sur ce point. La question qui nous est posée, c'est de savoir comment agir. Et c'est là, Monsieur Biziot, que votre vœu est révélateur. Vous vous bornez à une demande d'audit, ce qui diffère dans le temps les mesures à prendre. Vous réduisez un enjeu majeur d'adaptation au changement climatique à une seule réponse, le tout-climat. Je m'associe au constat de Monsieur Namur quant à la surprise que nous avons de vous entendre, membre du Rassemblement national, de découvrir soudainement les vertus d'une politique ambitieuse d'adaptation au changement climatique. Depuis plusieurs années, pendant que certains récitaient un discours bien connu, contestant, minimisant les politiques environnementales, notre majorité à Châlons a fait un choix beaucoup plus exigeant. Préparer concrètement notre ville aux conséquences du dérèglement climatique. Notre réponse ne se résume pas et ne se résumera pas à installer des climatiseurs. Et c'était le sens de la réponse de Madame Guillaume lors du conseil d'école de Valais-Saint-Pierre auquel vous faites allusion. Elle consiste à agir sur les causes comme sur les conséquences. Depuis 2020, nous avons conduit une politique d'ensemble consistant à réduire nos consommations d'énergie avec Connect Châlons. Nous avons développé un réseau de chaleur bas carbone, Chloé. Nous avons développé un plan de plantation des arbres, 25 000 arbres pour atteindre l'objectif d'1 arbre par habitant. Nous avons créé des îlots de fraîcheur dans les espaces urbains. Nous avons transformé les cours de nos écoles dans le cadre du programme des cours buissonnières. Nous avons investi plus de 2 millions d'euros pour créer ces cours buissonnières, désimperméabiliser les sols, végétaliser les espaces et limiter naturellement les effets de la chaleur. Il nous reste aujourd'hui 8 cours à réaliser. Nous avons pris l'engagement pendant la campagne électorale de poursuivre cette politique. Et c'est cette vision d'ensemble qui nous distingue, Monsieur Biziot. Votre réponse à l'urgence climatique consiste à proposer uniquement un audit pour définir un plan de climatisation des écoles. Notre approche est différente. Nous voulons
nous privilégions d'abord des solutions durables. La végétalisation, l'isolation, les protections solaires, le brassage de l'air et lorsque ça est nécessaire, seulement une climatisation ciblée. Nous ne sommes pas opposés par principe à la climatisation. Nous refusons d'en faire une réponse systématique, facile et démagogique. D'abord parce qu'une collectivité responsable doit concilier le confort des usagers, la transition écologique et la bonne gestion des finances publiques. Ensuite, parce que les climatiseurs que vous vantez ne font pas disparaître la chaleur. Ils prélèvent à l'intérieur des bâtiments pour la rejeter à l'extérieur. L'ensemble des travaux scientifiques, et il y a une belle unanimité, ce matin encore, le Haut Conseil pour le climat le rappelait, convergent. Tout montre que lorsqu'ils sont généralisés en ville, les climatiseurs contribuent à renforcer les îlots de chaleur urbains. Les simulations convergent aussi. Elles estiment toutes qu'une hausse de la température extérieure généralement comprise entre 0,5 et 1 degré procède de ces installations systématiques. Dans certains cas, ça peut même aller jusqu'à 2 degrés. Dans les secteurs les plus denses lors des épisodes de canicule. Tous ces équipements augmentent également des consommations d'électricité au moment même où le réseau est sollicité. Et dans notre cas, Monsieur Biziot, je voudrais vous dire que votre proposition d'équipement réversible est particulièrement malvenue. Nous avons le RCU. C'est parfaitement incompatible avec des équipements réversibles. Les écoles aujourd'hui sont, pour la majorité d'entre elles, chauffées par le RCU, qui est une énergie décarbonée. Alors, quel besoin d'un audit? Les facteurs du confort thermique, nous les connaissons. Ils dépendent des facteurs propres à chaque individu. Pas besoin de vous expliquer que les enfants sont plus fragiles, les personnes âgées sont plus fragiles et que selon l'état de santé des uns et des autres, on est plus ou moins fragile. Ils dépendent des facteurs liés à l'environnement, la température ambiante de l'air, son humidité relative, la vitesse de l'air, le rayonnement solaire direct sur les personnes, donc le jeu de l'ombre et du soleil, la température des parois opaques et vitrées. Tout ça, nous le savons. Les principes du confort thermique d'été, nous les connaissons. Il s'agit de réduire les apports solaires tout en garantissant les apports d'éclairage naturel tout au long de l'année. Il s'agit de confiner les locaux pendant les heures les plus chaudes tout en veillant à ventiler suffisamment pour assurer une qualité de l'air suffisante. Il s'agit de rafraîchir les bâtiments par une large ouverture des fenêtres la nuit et le matin. Et il s'agit de réduire les apports de chaleur interne. Et là, je pense aux offices de réchauffe qui sont dans nos restaurations scolaires. La qualité de nos bâtiments, nous la connaissons aussi. Vous en avez assez parlé pendant la campagne électorale. La plus ancienne de nos écoles date de 1855. C'est un bâtiment en pierre de craie. La plus récente, l'école du Mot, date de 1980. Une école construite sous la Troisième République, l'école républicaine, telle que Jules Ferry, n'a absolument rien à voir avec les écoles construites dans les années d'après-guerre, qui sont largement vitrées, qui ont des classes orientées plein sud, parce qu'à l'époque, il fallait faire des économies d'énergie. Nous connaissons nos équipements. Nos dortoirs d'école maternelle sont équipés de climatiseurs mobiles. Nous avons pris, au mois de juin, la précaution, pendant la semaine de canicule, de faire un relevé de température systématique, quotidien, à chaque étage de nos écoles, dans chaque dortoir, dans chaque pièce, dans chaque salle de classe, dans les salles de motricité, dans les offices de réchauffe, précisément pour vérifier les données constatées dans chacune des écoles. Contrairement à ce que vous pensez, nous sommes outillés pour conduire une stratégie d'adaptation de nos écoles et nul n'est besoin de prédire un énième audit qui serait une dépense supplémentaire et qui diffère la réponse à la canicule dans le temps. Cette stratégie, elle est d'ores et déjà engagée. Pour la première fois, nous avons publié en mai un guide canicule avec un certain nombre de préconisations qui s'adressaient aux parents, aux enseignants,
aux membres des communautés éducatives. Il a été mis à la disposition de l'ensemble des personnels. Il est sans doute à parfaire, j'en conviens, à la lumière des 2 épisodes que nous venons de vivre. Mais ces guides, aujourd'hui, sont également déployés dans les centres d'accueil d'été et les animateurs ont été formés au début juillet pour l'utilisation des bonnes consignes et des bonnes pratiques en matière de canicule. Pour affronter les 2 épisodes de canicule subis en mai et en juin, nous avions constitué tout au long de l'année, depuis le début de l'année, des stocks de ventilateurs. Il nous en manquait à l'épisode de canicule de mai 23. Ils ont pu être mis en place immédiatement. Chaque classe a été équipée. Ça, c'est les réponses immédiates, concrètes. S'agissant de l'adaptation des bâtiments, c'est sur la base d'un cocktail de mesures que nous devons développer. Des brasseurs d'air. 4 écoles seront équipées à partir de cet été. Les commandes sont passées et les matériels de brasseurs d'air seront livrés début août. Nous devons aussi, selon le cas, poser des films solaires dans les salles de classe les plus exposées pour combiner les effets de ces mesures. Nous devons poser dans d'autres classes, selon leur orientation, des stores extérieurs en choisissant l'équipement le plus adéquat. Nous identifierons également ce que d'aucuns appellent les refuges climatiques. Et lorsque les besoins spécifiques le justifieront, nous saurons également recourir à la climatisation si le besoin est là. Sur certaines façades, sur certaines toitures, il y a sans doute des remises en peinture de couleur blanche qui participent à l'atténuation des températures. J'étais ce matin au centre social Rive Gauche. La verrière a été peinte en blanc et je peux vous assurer que ça a un effet sur la température à l'intérieur des locaux. Nous avons ajouté dans les opérations de cours buissonnières de cet été, donc qui concernent Branly et qui concernent Prieure de la Marne, excusez-moi du trou, la pose de brumisateurs pour compléter le dispositif. Notre méthode, elle repose sur une approche qui privilégie d'abord les solutions les plus durables. Il faut combiner les solutions, la végétalisation des cours, l'isolation, les protections solaires, le brassage de l'air et lorsque cela est nécessaire, une climatisation ciblée. C'est une approche pragmatique, cohérente, avec une politique environnementale responsable au regard non seulement des finances de la collectivité, mais aussi au profit de l'avenir de nos jeunes générations. Pour ces raisons, vous comprendrez que je ne peux pas vous inviter à voter le vœu que vous avez déposé. Merci. Y a-t-il d'autres remarques, pardon, Monsieur Biziot? Merci, Monsieur le maire. En droit de réponse. Vous pensez que ce vœu me vise nommément, mais en réalité, ce n'est absolument pas le cas. Ce vœu, c'est celui de tous les parents qui vivent dans une ville-préfecture où les écoles n'ont pas de clim et dans lesquelles leurs enfants souffrent parce qu'il fait trop chaud. Vous parlez d'un guide canicule. Vous le savez, ce dernier ne supprime pas la chaleur. De la même façon, les ventilateurs qui brassent de l'air chaud non plus. Et donc, vous avez beau jeu d'apporter des ventilateurs dans les écoles, cela ne sera jamais suffisant. Par ailleurs, quand vous observez les faits, vous savez que je suis quelqu'un de très terre-à-terre et quand on prend l'exemple de l'école maternelle de la Vallée Saint-Pierre, et il faut vraiment prendre le sujet de façon sincère, en sortant de cette politique politicienne qui a été cette réponse qui fut la vôtre. Aujourd'hui est prévu pour 2028 le changement des huisseries, mais à date du conseil d'école, n'est prévu à aucun moment donné l'installation de clim ou de volets. Et donc quoi en penser en réalité? C'est que les enfants ne sont toujours pas protégés de la chaleur. Alors, pour le coup, en hiver, là-bas, il fait relativement chaud et donc il n'y a pas de difficulté à constater de ce côté-ci, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Mais par contre, se pose un problème majeur, c'est celui des canicules. Durant la période qui précède évidemment l'été ou en début d'été. Et donc sans polémique, je crois aujourd'hui que vous dites que ce vœu est satisfait, mais il ne l'est pas. Et donc vous avez rappelé une litanie de choses que vous avez faites. Heureusement, vous utilisez l'argent du contribuable chalonnais depuis moult années, donc si rien n'avait été fait, tout le monde s'étonnerait. Mais je pense qu'il ne faut pas s'abaisser à ce niveau-là. Je crois qu'il faut penser à tous ces parents, à tous ces enfants
qui sont extrêmement interpellés. Je pense à ces parents qui ne peuvent plus aller au travail parce qu'en fait, il faut récupérer l'enfant à l'école pour ensuite retourner au domicile. Et quand il est proposé d'ailleurs aux enfants de retourner au domicile, vous le savez, il y a un certain nombre aujourd'hui de logements sociaux dans lesquels il fait parfois plus chaud qu'à l'école et où la solution de sortir l'enfant de l'école n'est pas non plus la meilleure. Donc, à l'évidence, ce vœu-là est un début de réponse. Et tout à l'heure, monsieur le maire m'a interpellé en m'indiquant que des sujets ne relevaient pas de la sphère municipale. Celui-ci en fait partie, celui d'avant également, mais en réalité, vous savez, monsieur le maire, vous savez, chère majorité municipale, l'importance de tels vœux, et on l'a vu lors du précédent conseil municipal, et nous le voyons lors de celui-ci, c'est de permettre aux uns et aux autres d'apporter des sujets qui sinon ne seraient jamais amenés, qui ne seraient jamais examinés. Et peut-être que depuis 2014 à 2026, vous avez pu profiter de cet élan tranquille grâce à une opposition silencieuse socialiste, mais en réalité, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette dynamique-là et je suis très heureux de voir qu'il y a avec différents groupes d'opposition et c'est pas tant la question parce que ces différents groupes d'opposition apportent leur pierre et leur contribution à la situation réelle dans notre territoire, que ce soit monsieur Rudy Namur, ses colistiers, monsieur Michel, les propres colistiers. Et donc, ce qui est important en réalité, c'est qu'on partage ces expériences de vie et ces expériences de vie nous permettent justement d'aller plus loin. Donc, je préférerais en réalité qu'on évite voilà, ce type de reproche systématique. Et monsieur le maire, si vous prenez votre chrono, vous percevrez que j'ai pris beaucoup moins de temps à répondre que madame l'adjointe à l'éducation. Je vous remercie. Alors, quelques éléments, si vous le voulez bien, complémentaires avant de mettre ce vœu aux voix. Nous savons évidemment, et heureusement d'ailleurs, faire la part des choses. Le vœu que nous sommes en train de débattre est un vœu qui relève des compétences de la collectivité locale, et donc ce vœu est pleinement légitime d'être débattu ici, ce soir, et donc ce vœu-là n'apporte aucune remarque de notre part. Parler des OQTF en conseil municipal, c'est pas tout à fait le même sujet. Et donc je répète ce que j'ai évoqué tout à l'heure, nous veillerons à ce que chacun respecte le principe de compétence de nos collectivités territoriales, de répartition des compétences entre les uns et les autres, y compris sur les vœux municipaux. Parce que si on commence par là, je vais vous sortir 15 délibérations à chaque conseil. Sur Yaka Faucon, il faudrait que, et je vais vous faire un programme complet de tout ce qu'il faudrait faire en France. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'on attend de nous ici. Les Chalonnaises et les Chalonnaises attendent de nous que l'on réponde aux questions qui leur sont posées, qu'ils se posent, pardon, mais d'y répondre dans le cadre de notre compétence. Et là encore, c'est peut-être une différence d'approche politique pleinement légitime que nous pouvons avoir les uns et les autres. Vous n'avez pas l'expérience de la majorité. Et j'imagine que dans des conseils municipaux où certains de vos collègues exercent depuis plusieurs années des compétences municipales, tous les problèmes d'OQTF ont été réglés. Tous. J'imagine qu'à Perpignan, par exemple, il n'y a aucun sans-papier qui existe. Parce que le maire a justement eu cette puissance d'action extraordinaire lui permettant de répondre à cette question. Et j'imagine qu'à Perpignan, il n'y a aucun problème dans les écoles et qu'elles sont toutes climatisées depuis des lustres. Peut-être que c'est pas le cas, parce que peut-être que le maire, en fonction, a un peu oublié le Yaka Faucon pour être versé dans le principe de réalité de gestion d'une collectivité locale, qui est un tout petit peu plus subtil, un tout petit peu plus complexe, que vous ne semblez vouloir nous le dire ce soir au travers de vos vœux. Premier élément. Deuxième élément, le caractère silencieux des oppositions précédentes m'avait échappé. J'aurais peut-être préféré qu'il soit plus silencieux, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ils ont fait leur boulot. Vous le faites différemment, c'est votre droit, c'est votre choix. Mais cette opposition, l'opposition passée, n'a pas été silencieuse, qu'elle soit socialiste, communiste ou Rassemblement national, puisque lors du premier mandat qui était le nôtre, il y avait des élus du Rassemblement national au sein de notre enceinte. Je reviens 2 secondes sur le fond, parce que c'est évidemment ça qui compte.
Sur le fond, je voudrais là encore exprimer peut-être une divergence que nous avons eue là aussi pendant la campagne électorale. La technique politique que vous utilisez, très efficace au demeurant, c'est je saisis un problème identifié par une catégorie de personnes, là en l'occurrence les parents d'élèves ou les élèves eux-mêmes, et vous en tirez une mesure simpliste, très efficace sur le plan de la com. On va climatiser toutes les écoles et ça répond immédiatement à l'urgence du moment, mais vous n'avez que ce type de réponse-là. Quand on est en charge, quand on est en gestion, on a des réponses qui sont souvent plus subtiles, plus complexes, beaucoup moins communicantes, parce qu'on doit faire face justement à la complexité des choses. C'est beaucoup moins communicant, c'est beaucoup moins sexy, c'est sûrement moins efficace sur le plan électoral. Par contre, c'est probablement plus efficace en termes de politique publique. Et je pense que Sabine Bourbock vient de le démontrer, sur des problématiques de ce type-là, il n'y a pas une réponse. Il y a des réponses qui sont adaptées à chacune des écoles. Il y a des réponses qui seront sûrement à la clim. Il y a des réponses qui ne seront probablement pas à la clim. Vous déniez par exemple l'impact du ventilateur ou du brasseur d'air. Le brasseur d'air, quand il existe dans les 4 écoles qui ont été évoquées, c'est 6 à 8 degrés de moins dans l'établissement scolaire, enfin dans la salle, pardon, concernée. Et donc oui, si on veut traiter des problèmes aussi complexes que le réchauffement climatique, aussi complexes que l'adaptation au réchauffement climatique, ce sont des réponses globales, ce sont des réponses structurées, de long terme dont on a besoin, et pas simplement d'une réponse immédiate pour faire plaisir, parce que ce n'est que ça votre objectif, faire plaisir à une population X ou Y qui à un moment exprime de façon légitime un problème, mais peut-être que la réponse simpliste que vous évoquez n'est pas la bonne réponse sur le fond, même si sur la com, je l'admets, elle a cette efficacité-là. Je vous propose de délibérer, si vous le voulez bien, sur ce vœu, pardon. Donc il y a 6 non-participations au vote. Y a-t-il des votes en faveur de ce vote? 7. Y a-t-il des abstentions? Une abstention, ce vœu n'est pas adopté. Et je vous propose d'en rester là pour ce soir, en vous souhaitant aux uns et aux autres une belle soirée, en vous souhaitant aux uns et aux autres de bonnes vacances, puisque c'est a priori notre dernier conseil municipal avant l'été. Je voudrais remercier évidemment... Je voudrais remercier, il vous reste encore 1 heure avant le match, c'est bon. Je voudrais vous remercier évidemment les 160 personnes, le pic je crois, qui étaient avec nous à suivre ce conseil municipal, c'est bien, ça progresse et c'est une très bonne chose. Et puis évidemment, vous souhaitez un bon match ce soir. Bon match, non pas que vous jouez, mais